Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire concernant l'Endpoint Detection and Response Sentinel-1. On attend encore quelques secondes que les derniers retardataires se connectent et on pourra démarrer. En attendant, je vous invite à regarder la petite vidéo qui se diffuse. C'est une vidéo de retour d'expérience d'Aston Martin qui a acquis la solution Sentinel-1 il y a peu et avec qui ils ont pu démarrer un partenariat. In real time. Aston Martin exists to build the most beautiful and accomplished automotive art in the world. Whilst we're immensely proud of our over 100 years of heritage, we are forward-looking and innovative. We've got our endpoints deployed everywhere across the world, from Abu Dhabi to the US to China. Our legacy AV product, to be fair to it, was probably best described as a sleep. Sentinel-1 for me would have fitted into the disruptor category. It was different, it was new to us, it was playing against some very well-established players in the field. Ok, je vous propose de commencer. Les retardataires pourront nous rejoindre au cours de la session. Donc bonjour à tous à nouveau. Je vais tout d'abord me présenter. Je laisserai ensuite la main à Mathieu, qui m'accompagne aujourd'hui et qui fait partie de Sentinel-1. L'objectif de ce webinaire est tout d'abord de vous présenter la solution EDR Sentinel-1. Nous ferons ensuite une démonstration de la solution en milieu de session. Et enfin, je vous ferai part de 2 retours d'expérience sur l'intégration de la solution, notamment un sur des serveurs de production et une intégration un peu spéciale dans le cadre d'une réponse à incident. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser, nous y avons accès et nous pourrons y répondre en fin de session. Je suis donc Rémi Abraken, je suis Practice Manager adjoint chez Cinetis au sein de la Practice Sécurité Opérationnelle et j'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec Mathieu. Bonjour à tous, Mathieu Vialté de l'équipe ingénierie avant-vente de Sentinel-1 France. Voilà, et donc je vais laisser la parole à Mathieu pour présenter la solution et ensuite s'en suivra la démonstration. Merci Rémi. Oui. Alors, le but, effectivement, d'être ensemble ce matin et pour cette session, c'est de voir comment on peut vous aider à vous protéger efficacement contre l'évolution des menaces que vous avez sûrement pu voir poindre au sein de ces dernières mêmes années, j'ai envie de dire, et particulièrement au sein de ces derniers trimestres et depuis ce début d'année, et notamment en faisant un focus sur la partie lutte contre les ransomware. Alors, par rapport à l'actualité, je pense que pas besoin de vous faire un topo et une review de toutes les unes de presse dont on entend parler toutes les semaines, c'est presque au quotidien. Alors là, on a entendu médiatiquement parler beaucoup des centres hospitaliers qui étaient la cible de ces attaques, mais tous les secteurs d'activité, bien sûr, peuvent en être la cible. On a entendu parler aussi de la ville d'Angers, du CHU du Val-de-Rhône il y a encore peu de temps, de tout un ensemble d'autres organismes. L'année dernière aussi, enfin tout au long de l'année, je dirais, on entend parler de ces types d'attaques. Donc, l'idée, c'est de voir aussi comment vous pouvez maintenant vous prémunir de cela. Et encore, on n'entend parler que d'une toute petite partie, finalement, de la réalité de la volumétrie d'attaques qui cible tous ces secteurs d'activité. Et aussi, il y a quelque chose qui a considérablement changé la donne depuis, alors maintenant, ça dure presque depuis 1 an, ou voilà, oui, même ça fait 1 année, cette histoire de crise sanitaire et de Covid. Et forcément, ça a changé toutes les habitudes des utilisateurs avec le fameux work from home, le fameux télétravail. Et là, considérablement, ça demande des changements à apporter dans les comportements d'utilisateurs, dans l'équipement des utilisateurs et aussi dans la sécurité associée. Et il y a beaucoup d'entreprises qui s'appuient à l'heure actuelle encore sur des sécurités, sur des modes, sur des solutions qui sont plus traditionnelles ou sur ce qu'on appelle aussi notamment legacy antivirus, et avec aussi des utilisateurs qui ne sont pas finalement si bien formés à la sécurité, même en comportement adopté côté utilisateur. Donc, ça fait une grosse pression finalement qui s'exerce tant côté utilisateur que côté opération
IT qui doivent gérer maintenant ces cas de télétravail. Et avec les attaques qui ont évolué, qui ciblent de plus en plus les utilisateurs, notamment en ingénierie sociale, et aussi quand on voit aussi que la partie ransomware peut s'appuyer aussi, notamment sur cette histoire d'ingénierie sociale, entre autres, ça fait derrière tout un ensemble de problématiques maintenant qui sont réellement à considérer avec, encore une fois, cette nouvelle forme de télétravail qui a été complètement instaurée dans les entreprises. Et derrière, je vous parlais de pression qui s'exerce sur les opérations IT, bien évidemment, puisqu'il y a tout un ensemble de points à considérer maintenant sur des postes parfois qu'on ne contrôle plus dans son environnement d'entreprise, tout ce qui est notamment patch à déployer en termes d'urgence, où là, on a beaucoup entendu parler aussi de Zero Day, là, qui ciblait plus le côté infra ou le côté exchange, là, pour reparler d'une attaque d'il y a quelques jours avec le groupe Hafnium. Mais voilà, si on reparle côté plus end-user, il y a tout un ensemble aussi d'opérations de sécurité. Est-ce que vous pouvez vous assurer, si vous appuyez sur des solutions antivirus classiques, que vous soyez à 100% à jour en termes de virus definition, de signature? Alors que là, maintenant, on peut se diriger vers des solutions où vous n'êtes plus dépendant quotidiennement de la mise à jour de ces solutions, puisqu'on ne s'appuie plus sur l'intelligence, on ne s'appuie plus sur des signatures, mais plus sur de l'intelligence artificielle maintenant dans le cadre de solutions next-gen. Et en termes d'opérations de sécurité, l'idée, c'est d'avoir aussi pour vous les outils qui vous permettent de remédier le plus rapidement possible à une attaque qui, pour X ou Y raison, aurait pu s'opérer et aurait pu aller plus loin que ce qu'elle n'aurait dû. Et est-ce que vous avez la possibilité d'intervenir aussi en mode post-mortem, si je puis dire, et de manière très simple, très efficace pour vous, et d'avoir ces modalités d'accès à ces modes de mitigation qui doivent pouvoir s'effectuer de manière extrêmement rapide. Et c'est pour ça que quand vous avez accès à des outils qui vous permettent d'effectuer, notamment si nécessaire, des restaurations de postes, des rollbacks, on en parlera de manière très simple, et bien forcément, ça vous permet d'avoir un gain de retour à la productivité de vos utilisateurs qui est au rendez-vous. Et c'est un des principaux buts aussi à couvrir. Aussi, si on fait un point, alors là, ce n'est pas par rapport à l'attaque ransomware, mais c'est intéressant de faire un point aussi sur la partie Sunburst avec la fameuse attaque SolarWinds, dont on a tous entendu parler à la fin de l'année dernière. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est que là, ça s'appuyait sur un supply chain et c'était finalement, ça faisait partie d'un code et d'un soft qui était utilisé par SolarWinds. Et pendant des mois, finalement, les entreprises utilisaient un code qui, derrière, était opéré aussi par des groupes d'attaque et pouvaient faire de l'exfiltration de data, accéder en tout cas à tout un ensemble de périmètres d'assets utilisateurs. Et il y a tous les secteurs d'activité qui ont été concernés par ce type d'attaque, que ce soit dans le secteur technologique, dans le secteur Gouv ou le secteur de la santé, bien sûr, en plus du secteur éducatif et financier. Et si on fait maintenant plus un focus sur la partie menaces et ransomware, ce qui est aussi intéressant de relever, c'est que finalement, en 2020, il y a eu des souches qui étaient, pour le coup, elles, beaucoup plus anciennes en termes de composition. Donc là, on peut voir des noms tels des… alors, Petya, Maz, ça date de 2019, les premières souches. Locker, même, ça c'est encore plus ancien, ça date de 2017. Pour autant, ça a été utilisé. Ryuk, c'est plus récent, ça date de 2020. Et quand on parle de Petya, même ça fait appel dans les premières souches de Petya et après dans les variantes associées à l'utilisation du code Eternal Blue, vous savez, ce qui était utilisé par la NSA. Donc, ça remonte quand même à assez longtemps aussi, comme type de composition de souche. Et pour autant, c'était très déployé, ça a été encore très utilisé comme type d'attaque en 2020. Avec les variantes associées, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir aussi quand même se prémunir de cela et de ces codes polymorphiques et d'avoir le maximum d'intelligence artificielle derrière qui puisse suivre pour pouvoir analyser en temps réel, finalement, ces changements et associer à ces variantes pour ces ransomware et de pouvoir opérer le plus efficacement possible en ce sens. Aussi, un autre point, si on parle de décomposition d'attaque, on peut observer le fait que dans les 3/4 des cas, finalement, c'est de la commodité en termes d'attaque, entre guillemets, c'est des standards, c'est par rapport à des exécutables qui sont à interpréter. Et là, c'est vrai que la majorité des technologies, même somme toute assez classiques, permettent à un minima de considérer ces types d'attaques. En revanche, celles qui sont les plus à risque et celles qui peuvent permettre d'accéder notamment
à des mécanismes plus sévères en termes d'impact, par exemple tout ce qui est exfiltration d'informations, tout ce qui est code évasif, tout ce qui s'exécute en mode purement fileless attack, ce qui va être exécuté à base de document script. Donc là, on est complètement dans l'histoire de l'ingénierie sociale qu'on évoquait tout à l'heure, quand on manipule des documents et qui semblent légitimes. Voilà, là, ça s'appuie aussi sur ces principes, notamment d'ingénierie sociale. Tout ce qui est lateral movement, qui participe ensuite au déploiement des codes. Et donc, c'est sur ces types d'attaques qui sont plus évolués que c'est important de pouvoir derrière avoir la technologie qui puisse suivre aussi et qui puisse prendre en compte en temps réel, à la vitesse de la machine, ce contexte aussi d'attaque. Et là aussi, un point, je pense, qui est bien de relever, c'est de pouvoir savoir comment vous vous situez par rapport à votre technologie pour prendre en compte 3 phases par rapport au cycle de vie, je dirais, d'une attaque. Comment vous pouvez les gérer à 3 niveaux avec l'efficacité optimum associée. Donc, typiquement, en mode pré-execution, ça veut dire que est-ce que vous avez la possibilité d'avoir une technologie qui va faire un code review, c'est-à-dire avant l'exécution du code, on va vérifier cette composition de code. Est-ce qu'il fait appel à des fonctions de packer? Est-ce qu'il fait appel à des fonctions de timer? Est-ce qu'il va vérifier s'il tourne sur une sandbox ou pas? Est-ce qu'il fait appel à des librairies qui sont réputées pour leur activité malveillante en termes de composition? Vous voyez tout un ensemble de contenus qui peut être interprété avant l'exécution du code. Lors du lancement du code, on execution, là aussi, c'est important en temps réel de pouvoir intervenir pour tout ce qui est typiquement fileless attack, lateral movement, ou tout ce qui est les attaques type LOLBAS. Vous savez, c'est les live of land qui s'appuient sur des outils qui sont classiquement utilisés et qui vont l'utiliser dans un but malveillant, comme tout ce qui est PowerShell, comme tout ce qui est accès en RDP, les process commandes, etc. Donc, ça aussi, comment vous pouvez le gérer en temps réel lorsque c'est exécuté, lorsqu'on autorise l'exécution d'un code en tant que tel. Et puis, en mode post-execution, et parfois, on doit intervenir en mode post-mortem aussi, et c'est de voir aussi comment, une fois que le code s'exécute, quand même, quel est son comportement aussi sur le long terme, et derrière, de pouvoir, si nécessaire, aussi intervenir ou effectuer des actions aussi de threat hunting pour pouvoir accéder à tous ces mécanismes qui ont été autorisés à se lancer et de pouvoir avoir une traçabilité de tout cela si nécessaire. Et pour tout ce qui est code persistant aussi, c'est intéressant de le couvrir. Donc ça, ce sont les 3 états du cycle de vie à couvrir. Chez SentinelOne, vous avez peut-être entendu parler du mode Singularity Platform. En fait, on est dans un contexte purement XDR aussi, qui permet de s'appuyer sur un regroupement finalement de différentes métriques et de différents mécanismes de sécurité que l'on peut mettre en place au niveau de la protection des conteneurs, des endpoints, des serveurs traditionnels, mais aussi d'aller plus loin en termes de couverture d'IoT, de tout objet connecté finalement à votre environnement, et d'avoir une visibilité complète par rapport à tout ce qui est opération de threat hunting, de recherche à froid à la menace, d'intervention en mode post-mortem. Et il y a un rachat stratégique qui a été opéré par SentinelOne au tout début d'année, qui s'appelle Scalir, et qui permet en fait d'effectuer du data log analytics dans le cloud. Et ça va considérablement améliorer tout ce qui est performance associée en termes de regroupement, de metadata, et pour faire toute recherche d'IoC et faire de la corrélation entre différents événements, ça va apporter aussi beaucoup par rapport à cette acquisition qui a été réalisée, donc qui s'appelle Scalir pour information. Alors pour la suite, ce qu'on peut relever aussi pour le choix de SentinelOne et pourquoi on est en hyper développement, j'ai envie de dire, sur le marché mondial et aussi en particulier en France, c'est pour la facilité d'utilisation de la solution, son efficacité quant à la lutte finalement de menaces maintenant qui ont évolué, et de le faire de manière simple avec finalement de l'intelligence artificielle qui est embarquée au niveau des agents et qui existe très peu de maintenance opérationnelle au quotidien, tout en allant loin si nécessaire en termes de démarche de forensics et de threat hunting. Vous avez cet outil qui va s'adapter aussi, cette solution qui va s'adapter par rapport en fait au niveau d'exigence que vous allez avoir, tant en termes de sécurité pour remplacer des antivirus traditionnels, ou si vous souhaitez vous diriger vers un EDR très avancé qui permet de faire du threat hunting, encore une fois, opération de forensics, reconstruction de storyline, d'histoire d'attaque. Donc, on va vraiment s'adapter en fonction de ce vers quoi vous souhaitez vous diriger en termes d'objectifs. Ce qui est
très réputé pour SentiOne pour la partie ransomware, puisque c'est aussi le thème, hein, bien évidemment, qu'on évoque depuis ce matin. L'idée, c'est de pouvoir effectuer facilement un rollback. Donc, de revenir sur un état antérieur, on va voir à travers la démonstration. Si jamais, pour X ou Y raison, vous avez des ransomware qui ont été composés de manière innovante, d'accord, en termes de composition de code, et que derrière, il y a eu des débuts de chiffrement de poste, comment vous pouvez faire un retour d'état en arrière rapide? Et ça, vous pouvez le faire avec les Windows Shadow Copy, pour la partie Windows, les services VSS, et qui permettent très rapidement, en quelques minutes, de faire une restauration de poste. Alors, bien évidemment, les menaces assez évoluées, les ransomware, la première chose qu'ils vont vouloir faire, c'est qu'ils vont vouloir shooter les conteneurs VSS, vouloir faire un kill des services VSS. Et là, c'est ce qui est protégé en premier lieu par la solution SentiOne pour s'assurer de l'intégrité de ces services Windows Shadow Copy. Donc, le rollback peut être effectué très rapidement. Donc, tout ce qui est performance, bien évidemment, il n'y a plus de scan en plus à programmer, il n'y a plus de virus definition à mettre à jour au quotidien. On peut intervenir complètement en mode offline sans être dépendant du cloud, puisqu'on embarque toute l'intelligence artificielle au niveau de l'agent. Et d'intervenir sur du detect and response. Donc là, on est plus sur la partie EDR en tant que telle, réduction des fausses positives, et vous pouvez automatiser tout ce qui est chaîne de rémédiation. Soit agir de manière manuelle pour faire ces points de restauration, pour faire ces mises en quarantaine de postes, parce qu'on sait aussi on peut le faire depuis la console, soit alors de tout automatiser en termes de règles. Et aussi de pouvoir prendre en compte, bien sûr, les attaques avancées type fileless attack, document script, tout ce qui est attaque zéro logon ou autre. Pour information, on était l'éditeur qui, en termes d'innovation, ont pu sortir en premier le monitoring, tout ce qui est zéro logon, attaque, alors qu'à la base, c'était plus sur une chaîne d'authentification par rapport au domaine contrôleur qui avait à contrôler. Donc, ça allait au-delà du périmètre purement classique d'un agent de protection. Et la R&D de SentiOne a été très innovant sur le sujet et a pu rapidement faire ses monitoring d'exploits de zéro logon. Et tout ce qui est, encore une fois, solution autonome, ça on l'a vu, de ne pas être dépendant du cloud en termes d'interprétation d'autodiagnostic de fichiers. C'est bien de savoir qu'en temps réel, vous allez pouvoir avoir cette capacité d'intervenir et d'agir en temps réel au niveau du endpoint. Alors que sinon, il y a des latences qui s'effectuent si vous devez à chaque fois être dépendant du cloud et qu'il y a des allers-retours, vous ne pouvez pas agir en temps réel. Et là, forcément, ça peut poser des impacts derrière en termes de propagation de menaces ou tout simplement de début du chiffrement si on parle d'un cryptolocker, justement d'un ransomware. Facilité d'intégration. Donc, l'idée, c'est de mettre en place, avec un agent SentiOne de manière simple, un SOC au niveau de chaque endpoint qui permet de faire du prevent, hein, de faire le remplacement de legacy antivirus, si je puis dire, et d'agir en temps réel en termes de mécanismes de prévention, sauf que plutôt que de le faire à base de signature antivirale, on va le faire à base d'intelligence artificielle, tant pour l'analyse statique que pour l'analyse dynamique au moment du lancement du code, et d'avoir des capacités de détecte et de réponse, de cartographie de menaces et de réponses associées par rapport à tout un ensemble de collectes de métadata et de recherche d'IOC, finalement, d'indicateurs de compromission, d'indicateurs d'attaque, et pour faire ces opérations de hunting. Et vous avez le même agent, le même workflow pour gérer l'ensemble de ces mécanismes qu'on vient d'évoquer. Donc, ça vous permet de mettre en place un SOC au niveau de chaque endpoint et derrière, d'avoir des opérations qui sont centralisées depuis une console et sur lesquelles vous pouvez intervenir aussi pour faire de l'incident response nécessaire. Et là, on verra que Synetis a beaucoup d'expérience en la matière pour tout ce qui est incident response d'une manière générale. Et avec SentiOne aussi, vous présentera un use case dernièrement mis en place qui concerne l'incident response. Alors, si on regarde un peu plus ce qu'il y a sous le capot, je vais avancer un peu plus rapidement parce que je vois que le timing avance et j'aimerais laisser du temps pour la partie démonstration. Mais c'est qu'effectivement, si on regarde sous le capot, quand on parle d'intelligence artificielle qui est embarquée, là, on est en plein dedans dans les carrés qu'on voit à gauche, les deux premiers carrés. Real-time analysis pour tout ce qui est analyse statique, ça veut dire avant exécution du code. Encore une fois, c'est là où on va pouvoir faire une revue de code, une revue de contenu de la composition du code, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Et lors du lancement du code, en temps réel, peut-être qu'on va autoriser, par exemple, 10 process à être lancés par rapport à un parent process, 10 process fils qui en découlent. Et arrivé au 11e process qui est lancé, c'est là où on va observer la malveillance du code. Et c'est là où, en temps réel, il y aura un blocage du 11e process et on va pouvoir reconstruire toute la chaîne d'attaque
et faire un remediate sur toute la chaîne concernée par cette attaque, par cette reconnaissance d'attaque. Et donc, le tout en temps réel. Et ça, c'est le principe de l'intelligence artificielle qui permet d'agir aussi vite et d'avoir une analyse comportementale, behavior, aussi avancée. Et puis, tout ce qui est mécanisme de rémédiation, comme on l'a vu, kill quarantaine, ça vous connaissez classiquement, déconnecter le poste du réseau tout en conservant le lien avec la console de management. Système cleanup, c'est de faire un undo. Finalement, on fait un CTRL-Z, on fait un retour d'état en arrière ou à l'initiale de valeurs de fichiers qui auraient été modifiées, de valeurs de clés de registre éventuelles qui auraient été modifiées ou autres. Et on peut effectuer bien évidemment un rollback pour les cas extrêmes, de faire une restauration de poste si besoin, en tout cas des fichiers qui auraient été impactés par le ransomware ou par l'attaque en question. Et sur la partie Deep Visibility, c'est là où on parle de DR avancé qui permet de faire du threat hunting, de l'IOC search sur tout indicateur d'attaque ou de compromission sur lequel vous auriez aimé effectuer une recherche et bien évidemment d'apporter la réponse associée si on a trouvé l'IOC au final dans votre infrastructure. Et là, on pourra l'évoquer si on plus en détail sur une autre occasion où je vous invite sinon à parcourir le dernier MITRE APT Report. Il est assez passionnant puisque c'est un rapport qui a permis de tester plusieurs éditeurs et par rapport à des attaques qui ont été organisées par l'organisation MITRE réparties sur 3 jours, qui faisaient appel à des activités de compromission, d'exfiltration, de clean-up à la fin, même pour pouvoir rendre encore plus difficile la tâche de détection de ces menaces. Et ce qui est apparu, c'est que SentinelOne a le plus faible taux d'attaque manquée. Donc, ça montre que tout ce que je vous ai présenté auparavant en termes de choix technologiques et d'embarquer toute l'intelligence artificielle au niveau du endpoint, au niveau de l'agent, ce sont finalement les choix qui s'avèrent les plus efficaces en termes de détection de menaces avancées, puisque voilà, ça a été vu dans le cadre du MITRE attaque, qu'on était les plus performants en la matière. Et puis, l'attaque s'est répartie sur 3 jours, donc c'était bien de faire la corrélation d'événements. Et grâce à cette reconstruction de storyline, d'histoire d'attaque, on a pu avoir que, entre guillemets, 11 lignes d'alerte générées, alors que chez certains autres éditeurs, c'était 20, 30, 40 lignes, puisqu'il y avait moins de capacité de corrélation et de reconstruction de chaînes d'attaque. Donc là, voilà, ça, c'est aussi un point. Et puis, aussi, ça, je pense que c'est un élément qui permet d'avoir une meilleure maîtrise du risque dans les entreprises, dans l'infrastructure, pour avoir une connaissance de son parc. Et on a beaucoup de clients qui, finalement, n'ont pas cette visibilité très rapide et très simple, à savoir combien ils ont de devices en temps réel connectés à un moment donné sur l'infrastructure. Et parmi ces devices, quel est le pourcentage de devices qui n'est pas sécurisé par rapport à ceux qui le sont, et d'avoir des familles de devices, distinction entre serveurs, postes de travail. Dans les serveurs, si j'ai 200 Linux référencés, peut-être que je vais m'apercevoir que j'en ai que 90 qui sont sécurisés, 10% qui ne le sont pas. Et je vais peut-être avoir aussi, à un moment donné, 100 devices dans mon environnement qui sont liés à de l'IoT hors OS traditionnel, qui ne peuvent pas être protégés. Mais pour tout du moins, j'aimerais bien avoir une visibilité sur ces IoT. Ça peut être aussi des serveurs d'impression avec des OS particuliers. Ça peut être des caméras de vidéosurveillance. Tout ça, ça peut être remonté à l'aide de simples agents SentinelOne qui vont faire des scans actifs ou passifs, suivant comment vous les configurez, et qui permettront d'avoir cette cartographie d'IoT connectée. J'en profite pour faire le maître du temps. Merci. Il est 25. Et une autre petite chose, on a reçu quelques questions. On va y répondre soit au cours de la présentation pendant le rétex, soit à la fin de la session. OK. Alors, merci Rémi pour faire le maître du temps. Tu as raison. Je peux être là. Et là, je vais attaquer la démo juste après cette présentation du service en fait vigilance en coordination avec Synetis et qui permet en fait de vous proposer du MDR, du Managed Detection and Response, et de vous proposer en fait 24 sur 24, 7 jours sur 7, d'avoir une gestion de vos incidents et d'avoir une expertise SOC qui s'appuie donc sur le Synetis et le service de vigilance. Et l'idée, c'est de savoir si vous avez ces capacités aussi pour vous d'être 24 sur 24 et constamment finalement capable de gérer tout ce qui est incident remonté dans votre console. Et là, vous avez cette notion de prise en compte des incidents et aussi de réponse associée si vous le souhaitez.
Donc, c'est aussi voilà, quelque chose sur lequel vous pouvez considérer qui complète le volet technologique. Au final. OK. Alors, pour la partie démo, je vais la réaliser de manière assez rapide, effectivement, au vu du timing. Je propose d'aller sur la console d'administration Sentinel-One. Je n'aurai pas le temps de vous faire tout le tour de la console, mais en fait, c'est une console qui est très simple en termes d'utilisation et d'accès. Donc là, j'accède à une console dans le cloud, on peut y accéder en SSO, si ça permet aussi pour vous de faciliter la gestion de vos utilisateurs. Et là, on est sur la version North Pole, c'est une version majeure. Il y a à peu près 4 versions majeures par an qui sortent et c'est complètement transparent pour votre utilisation. Il y a 0 minutes par an à consacrer en termes de mise à jour, de maintenance de la console, vu que c'est entièrement opéré par SentinelOne. Elle est complètement multi-tenant, ça veut dire que si vous avez des sites distants, vous pouvez appliquer une étanchéité d'accès à ces sites. Et là, je peux typiquement gérer facilement mes policies, mes dashboards que je souhaite voir apparaître avec telle ou telle métrique que je souhaite voir remonter. Et si je vais dans mes politiques, donc on voit que c'est très simple aussi à administrer en termes de politique. Pour la partie intelligence artificielle, est-ce qu'on active l'analyse statique, l'analyse dynamique en mode protection? Et je peux aller même plus loin avec tout ce qui est métadata que j'autorise à collecter par rapport à des plans de recherche ultérieurs que je pourrais effectuer. Donc Mathieu, là, je suis en mode protect. Est-ce que tu peux agrandir ta fenêtre, Mathieu? Oui, je fais bien de le dire, merci. Donc là, je suis en mode protect et je vais aller cette fois-ci au niveau de ma VM. Je vais agrandir ma VM. Voilà. Et là, je vais lancer un vrai CryptoLocker. Donc, c'est du live démo. Donc, voilà. C'est un CryptoLocker que je vais renommer. Et je vais l'appeler jeudi matin. News. Voilà, la curiosité fait qu'on peut peut-être vouloir accéder à ce document. Ça fait 60 kilobytes. Donc là, jusque-là, on n'a rien à lui reprocher. Donc, vous voyez, analyse statique, il n'y a rien à reprocher à cela. En fait, c'est simplement un exe qui fait appel à une connexion Internet. Il fait appel à une connexion Internet, il fait appel à une connexion de command control, et c'est derrière le command control qui lance une charge de payload pour faire du chiffrement des documents associés. OK ? Et donc là, si je lance ce code, ce CryptoLocker en tant que tel, là, je suis en mode protection. Donc forcément, derrière, j'ai en temps réel la menace qui est détectée et qui est remontée dans ma console. Et en temps réel, si tu vois dans ma console, ce qui est remonté, et là, elle est basée aux États-Unis, ma console, parce que c'est une console de démo. Je suis dans la gestion d'incidents. Je vois jeudi matin.exe, ça a bien été pris en compte. Et derrière, je vois dans les indicateurs qu'il y a eu finalement du hiding track of execution, du code évasif, code d'injection. Mais vous voyez, on ne parle pas du gros mot ransomware encore. Et pourquoi on ne parle pas de ransomware? Puisque finalement, le code n'a pas pu aller jusqu'à la partie ransomware en tant que tel. Voici, je vais me placer en mode detect only. OK. Et je vais envoyer un message à l'utilisateur pour dire qu'il est en mode detect only. Donc, on n'a pas à le faire dans la vraie vie, mais là, ça permet comme ça soit qu'il y a une synchronisation. C'est toutes les 30 secondes en général que l'agent va aller vérifier s'il y a une nouvelle policy. Alert only. OK. Donc là, je peux générer un message. Alors, dans les actions, j'aurais pu aussi établir un remote shell sur le poste pour prendre la main à distance sur le poste. Et là, je me suis placé dans un mode alert only. D'accord? Donc, volontairement, j'ai fait une sauvegarde. Volontairement, en fait, j'étais dans ce mode-là, alors que dans la vraie vie, si je puis dire, on est en mode plus protection. Toujours kill en quarantaine, un minimum. Là, ça veut dire que volontairement, on va laisser le code s'exécuter jusqu'au bout, d'accord, pour aller même jusqu'à la phase de chiffrement finalement, chiffrement des fichiers. Alors que si on est en mode protect, le but, c'est de faire en temps réel une mise en quarantaine du code. OK. Donc là, j'ai générer donc une nouvelle policy qui normalement est distribuée au niveau de mon agent. Et si, voilà, il y a bien alert only qui apparaît. Si cette fois-ci, je remanipule mon CryptoLocker, et cette fois-ci, je le renomme. OK. Je dis breaking news. Voilà. Et j'accède cette fois-ci au même code que tout à l'heure. Donc finalement, l'agent, il fait son job, menace détectée.
Sauf que derrière, il va opérer au chiffrement de l'ensemble du contenu de mes fichiers parce qu'on l'a autorisé d'aller jusqu'au bout. Maintenant, il fait une remontée d'alerte. Et si je vais dans ma console, on va voir que c'est du temps réel. Alors, je sais que je vais accélérer Rémi en termes de timing. Là, voilà, on est passé en rouge en termes de statut. Là, je regarde les incidents. Donc là, vous voyez, j'étais en vert tout à l'heure. Là, j'ai du rouge. Pourquoi j'ai du rouge? Parce que là, il y a une note mitigée. Ça n'a pas pu être mitigated, ça n'a pas pu être pris en compte, traité en termes de kill et de quarantaine. Volontairement, vous vous souvenez, j'étais placé dans ce mode de protection. Et là, on voit bien qu'il y a le mot ransomware qui apparaît parce qu'il a été jusqu'au bout de ses capacités, je dirais, d'action. Et je peux avoir plus de détails sur ce qui a été réalisé, sur ce qui a été entrepris. On voit les techniques d'attaque, code d'injection, les techniques d'attaque utilisées en tant que telles. Hein. Et je peux donner le statut. Donc là, je peux dire que c'est du true positif et c'est du in progress en termes d'incident status. Ça, je vais le retrouver dans ma timeline. Quand est-ce que j'ai modifié l'état pour avoir un suivi dans le temps, d'où en est cet incident, la gestion de cet incident. Et dans l'explore, bien évidemment, je peux parcourir le contenu et savoir à tout niveau comment c'est décomposé entre le process parent et ses process fils, voir la commande line qui a été initiée. Je peux aller loin en termes de composition de contenu. Donc là, on voit que j'ai bien le chiffrement qui s'est opéré sur des fichiers sur finalement mon desktop. Et on voit que les JPEG ont été renommés en ECC. Et si j'attends encore un peu, et s'il vous reste quelques bitcoins, ça sera le moment de les utiliser, car vous aurez une belle page où vous pourrez utiliser vos bitcoins. Mais voilà, donc le chiffrement, c'est déjà opéré sur le poste. Maintenant, si je vais dans la partie action, d'accord, et l'objectif, c'est derrière de pouvoir faire une rémédiation à cela. Donc voilà, vous voyez le temps que j'accède. Si j'avais un doute comme quoi c'était un ransomware, je n'ai plus aucun doute associé. Et là, je lance un rollback. Mark as resolve et je fais OK, rollback. Voilà, et là, j'apply. OK, donc là, il va me confirmer qu'il a bien lancé cette procédure de rollback et on va voir qu'il va faire un kill du process actif derrière. Donc voilà, donc là, il m'a bien dit que c'était successful. Si je retourne pendant qu'il lance l'action de rollback, mitigation action, OK. Alors, volontairement, je laisse les deux pages derrière l'une derrière l'autre pour voir qu'il va bien faire un kill du process actif. Vous voyez, dans l'ordre chronologique, quand j'ai appliqué le rollback, finalement, il va d'abord faire un kill du process actif, malveillant, mise en quarantaine, rémédiation. Donc, s'il avait modifié des valeurs de clé de registre ou autre, il va les mettre dans un état initial. Et ensuite, il va réaliser directement le rollback. Donc, c'est ça que je vais pouvoir réaliser et de manière très rapide, que je peux automatiser encore une fois. Là, vous voyez, j'ai décidé de réaliser ça manuellement, mais j'aurais pu aussi tout automatiser de sorte que l'agent aurait détecté lui-même qu'il y avait un code qui avait été exécuté, qui avait été relevé comme malveillant par l'analyse dynamique et par conséquent, on a pu lancer le rollback. Mais voilà, donc ça, vous avez le choix, soit manuellement, encore une fois, soit de manière automatisée. Et après, dans votre timeline, vous allez aussi pouvoir retrouver la confirmation comme quoi le rollback s'est bien réalisé. Vous voyez, rollback pending, et je vais avoir le nombre de fichiers qui ont bien été rollbackés. Voilà, là, on voit que c'est passé en vert. Effectivement, là, sur mon poste, j'ai bien eu la restauration qui s'est effectuée de mes belles photos de vacances. Voilà. Et donc là, j'ai bien le rollback qui s'est confirmé. J'aimerais finir juste sur un dernier point et après, je te donne la main, Rémi, pour le timing. Imaginons qu'on attaque le sujet dans l'autre sens, à savoir par rapport à votre secteur d'activité, vous apprenez que vous avez un de vos concurrents ou dans le même secteur, hein, si vous n'êtes pas dans un secteur commercial, même secteur éducatif ou autre, vous avez votre université voisine qui s'est fait aussi concerner par une attaque très ciblée en termes de ransomware ou autre. Si on accède à peu ou prou même d'intelligence, de threat intelligence, je veux dire de décomposition d'attaques, de références d'attaques, ça peut être sur des sites payants, ça peut être sur des sites gratuits, peu importe. Et bien, quand vous avez une description d'attaque par rapport à un SHA-1, par rapport à une adresse IP, par rapport à tout indicateur de compromission, vous pouvez très facilement ensuite faire une recherche. Et là, on est plus sur le DR avancé. D'accord ? Et là, en fait, on va faire un parsing de la page. On va faire une découverte de tout ce qui ressemble de près ou de loin à de l'indicateur de compromission. Donc là, dans la page, on voit qu'il y avait plusieurs dizaines de descriptions de MD5, d'adresses IP. Eh bien, je peux sélectionner l'ensemble de ces indicateurs de compromission et faire une recherche.
Et là, automatiquement, je vais accéder aux résultats de cette recherche sur les dernières 24 heures, sur les derniers 14 jours, même s'il faut. Par défaut, vous avez un minimum de rétention de 2 semaines par rapport aux éléments bénins ou 1 an si ça a été vu comme un incident. Et vous allez pouvoir avoir une cartographie de l'ensemble de ces indicateurs détectés. Et après, pour le moindre indicateur détecté, si d'ailleurs je souhaite à tout moment dire je sélectionne cet exé et le déclarer comme mark as a threat, je peux aussi le faire de manière très simple. Donc voilà, c'était aussi le principe de recherche que je souhaitais vous montrer pour voilà, que vous puissiez vous rendre compte que c'est très simple à faire en termes de points de recherche et d'avoir les résultats de manière très rapide sur ces niveaux-là. Très bien. Alors, je vais repasser la présentation pour la suite. Et comme ça, pour la partie aussi questions-réponses, on pourra y répondre. OK. Et donc, sur la présentation, ben, je vais shooter la présentation. Okay. Oui, donc le retour à la présentation. OK. Bon, je vais reprendre cette présentation. Voilà. Je remets l'écran. C'est à toi, Rémi, si tu m'entends toujours. Oui, je t'entends. Merci, Mathieu, pour cette démo. Du coup, je vais maintenant vous faire non pas un, mais 2 retours d'expérience sur l'intégration de la solution SentinelOne par Synetis chez 2 de nos clients. Le premier, Retex, concerne Manpower. Donc, Manpower Group a décidé d'acquérir la solution SentinelOne et a demandé à ses filiales, notamment les filiales françaises, de s'équiper aussi de la solution. C'est dans ce cadre-là que Synetis est intervenu pour l'entité Manpower France et l'entité Proservia Expert. Donc, si on regarde la façon dont les droits sont gérés, il y a une console qui est déployée au Nouveau Monde en mode SaaS et 2 sites en France qui concernent les entités précédemment citées. C'est-à-dire que les règles qui peuvent être appliquées au Nouveau Monde peuvent aussi être appliquées en France, les règles de sécurité. On est sur un mode de licensing complète. Donc, il y a 3 modes de licensing. Manpower a choisi de prendre la licence complète. Qu'est-ce que c'est? C'est en plus d'avoir les fonctionnalités traditionnelles d'EPP ou d'EDR, en plus, on a des fonctionnalités de contrôle. Donc, contrôle, par exemple, des firewalls locaux, des endpoints basés sur des policies qu'on peut régler dans la console. C'est aussi contrôler les devices USB au travers encore de politiques configurées dans la console SentinelOne. Il y a aussi des fonctionnalités de gestion de vulnérabilité et il y a aussi possibilité de faire du remote shell pour aller faire de l'investigation sur les endpoints quand on constate des incidents de sécurité. Le troisième niveau de licence, qui est le plus puissant selon moi, c'est l'Active EDR Advanced, donc montré notamment dans la dernière partie de la démo par Mathieu, qui permet de donner plus de visibilité sur les attaques et d'aller faire de l'investigation post-mortem ou en préventif avec certains modules comme le module Deep Visibility. Là, le client avait choisi d'utiliser ce module. Et on peut aussi noter que le client avait décidé de faire l'administration et la gestion de la sécurité au sein de la console avec des équipes internes. Si on peut passer sur la slide suivante. Oui, bien sûr. Pour donner un peu plus de contexte, nous sommes intervenus sur 550 serveurs de production. Il y avait des serveurs dont l'OS était en Windows et en Linux. Il y avait une question tout à l'heure qui demandait la compatibilité des OS. On va sur du Windows, du Linux, du Mac. OS et Voilà. conteneurs, Docker, Kubernetes. Si ça, on peut les prendre en charge. Voilà. Et il y a des choses dans la roadmap pour aller vers du mobile, du Chrome OS, mais c'est pour dans quelques temps. Donc, notre périmètre concernait les 550 serveurs de production. À savoir que les 7000 postes de travail avaient été traités par le client lui-même parce qu'il souhaitait
réaliser ce périmètre en autonomie, et parce que pour la partie serveur, c'est un peu plus complexe que pour les postes de travail. C'est d'autres problématiques, notamment pour éviter de couper la production. Et dans ce cas-là, ça va aussi me faire répondre à deux autres questions. Le remplacement de l'ancienne antivirus qui était McAfee. Donc, tout ça pour souligner le fait que SentinelOne est autosuffisant pour protéger les endpoints. Il n'y a pas besoin d'avoir un second antivirus installé sur les postes. Pour autant, c'est aussi faisable, c'est possible. Il y a des configurations où certaines organisations gardent les deux, mais ce n'est pas une nécessité. Après, on mesure les coûts. Hein. Qu'est-ce que ça coûte de garder deux solutions de sécurité alors qu'une peut faire l'affaire? Mais c'est possible. Donc, notre méthode projet, c'était donc d'accompagner le client sur le déploiement de 550 serveurs, de lui fournir toutes les documentations de conception et notamment les études en amont des services et serveurs critiques qui tournent en production, la rédaction de procédures personnalisées, la réalisation d'un transfert de compétences pour les équipes qui vont administrer la console par la suite. Et en tout, c'était un projet qui a duré 3 mois et qui a pris part sur une période d'été. Donc, ça s'est déroulé sans accroc. On a réussi à livrer la production, à installer l'agent en production sans problème. Le deuxième rétex concerne un client confidentiel. C'est, on va dire, une prestation qui est encore en cours, une prestation de réponse à incident. Pour une entreprise qui a été infectée par un ransomware. Donc, on tombe typiquement dans le cadre de ce webinaire et dans la démo qui a été réalisée par Mathieu, avec un contexte de plus de 200 serveurs et postes de travail. Donc ça, c'est le périmètre sur lequel on est encore en train d'agir. Et qu'est-ce que je peux dire de plus? C'est qu'au départ, on avait une licence de réponse à incident seulement qui a été transformée ensuite, une fois que le client a constaté l'efficacité du produit, en licence complète, qui est la plus complète, comme son nom l'indique, avec les fonctionnalités déjà décrites auparavant. Il y avait deux use cases pour ce client-là. Le premier, c'était évidemment de détecter les ransomware, notamment celui qui était en cours, au cas où il y avait des nouvelles attaques des attaquants. Détecter les éventuelles persistances sur l'USI et bloquer toute nouvelle tentative d'exécution. La deuxième utilité, deuxième use case de la solution, c'est de scanner les serveurs qu'on était en train de nettoyer, valider qu'ils sont sécures avant de les remettre en production. Cette fois-ci, on a une administration qui est faite par l'équipe Synetis. Je peux passer, Mathieu. Voilà. Donc, une petite coquille, c'est non pas 200 serveurs, c'est 500 serveurs de production qui sont dans le périmètre de la prestation. Autant du Windows que du Linux. On a un périmètre de 2000 postes de travail aussi sur lesquels déployer. Comme je l'ai dit précédemment, c'est un peu moins critique que les serveurs de production. Et à noter, la particularité, c'est qu'avant l'attaque, il y avait deux solutions qui étaient connues sur le marché, qui étaient installées, qui sont Traps et Windows ADP. Sur le déploiement en lui-même, on a déployé SentinelOne. Pour l'instant, on est seulement en mode Detect. Pourquoi? Parce qu'en mode Protect, sur un déploiement très rapide, il y a un risque de bloquer certains services de production. Donc là, on est en mode Detect. On analyse encore les différents services critiques et on a une surveillance par Synetis et SentinelOne en 24/7, donc avec l'offre Vigilance, pour pouvoir permettre à la production de repos. Donc c'est un déploiement, comme on l'appelle, en urgence sur, bon, c'est pas 200 serveurs, mais 500 et 1500 postes en 4 jours. Donc c'est pas du tout les mêmes timings que le mode projet où on n'est pas dans l'urgence de 3 mois. On est en 4 jours et une fois que l'incident sera résolu, on va continuer le déploiement sereinement, passer en mode Protect, analyser les différents services qui sont légitimes, les whitelister et enfin passer en mode Protect. Voilà, donc une belle transformation de cette incidence response en intégration de SentinelOne.
Si vous avez des questions supplémentaires, vous pouvez les poser dès à présent sur la petite interface. Je vais essayer de répondre avec Mathieu à celles qui ont déjà été posées. Oui, parce que Rémi, je n'ai pas vu les questions, je t'avouerai. Non, pas de problème. Celle dont j'ai déjà répondu, c'est doit-on avoir un antivirus classique en parallèle de Sentinel-One? La réponse est non, il n'y a pas de nécessité. C'est possible, mais il n'y a pas de nécessité. La solution est autosuffisante. Exactement. Avec la maturité maintenant de l'intelligence artificielle qu'il y a, ça peut complètement dépasser, déjà remplacer ce que fait un antivirus de manière classique, mais aussi aller beaucoup plus loin de par ses capacités d'analyse donc dynamique et de couverture de tout ce qui pourrait être lancé en temps réel en termes de comportement. Et c'est là où ça va compléter tout un spectre qui n'est pas couvert à la base par l'antivirus, tout encore une fois en remplaçant ce que fait un antivirus de base. Donc oui. Là maintenant, de par la maturité de l'IA, oui, on peut clairement remplacer un antivirus. Et d'ailleurs, ça a été prouvé par la Mitra Organization et la PT29 Report que j'ai évoqué tout à l'heure. C'est là où finalement, c'était la solution qui avait le moins de détection manquée, même en comparaison avec des acteurs historiques. Tout à fait. Il y avait une autre question sur les OS supportés. Oui. Donc ça, on avait effectivement multi-OS et très large en distribution Linux, pour ceux qui ont Linux. Et pour la petite histoire, Red Hat, entreprise dans le monde pour la protection de ses serveurs et de ses postes de travail de ses collaborateurs, donc plusieurs milliers de postes et plusieurs centaines de serveurs sont protégés avec Sentinel-One. On est très bon aussi en Linux. Très efficace sur la partie Linux. Il y a une question sur le coût de la solution. Donc, compliqué de répondre, étant donné que ça dépend, de la volumétrie, du mode de licensing qu'on prend. Il y a 3 modes de licensing. J'ai beaucoup parlé du complete parce que c'est le plus complet et c'est celui que nos clients choisissent en général. Mais nous reviendrons vers vous pour vous fournir des éléments avec un peu plus de précision. Alors, quel est le délai moyen de mise en œuvre pour 150 postes, 30 serveurs? Encore une fois, on a plusieurs façons d'y répondre. Moi, déjà, quand je vois du serveur, je dis attention, il faut étudier justement ces services critiques, lotir pour le déploiement, faire un pilote. Et on a plusieurs façons d'installer. Je vous ai parlé tout à l'heure d'incidence response. Nous, on a fait ça pour une volumétrie assez importante en 4 jours, mais sans la documentation, avec derrière un monitoring de la console de la part des équipes Synetis Sentinel-One. Sur une méthode projet classique avec toute la conception de bout en bout pour rendre autonome vos équipes, on peut penser à un projet entre 2 semaines et 1 mois en calendaire. Voilà. Alors, on a beaucoup d'autres questions. On essaiera d'y répondre a posteriori parce qu'on a déjà dépassé de 5 minutes le temps. Je vous remercie en tout cas pour votre présence sur ce webinaire. Merci Mathieu pour la présentation de la solution pour la démo. Avec plaisir. Et je vous dis à très bientôt et merci encore pour votre participation. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci.